First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Bienvenue sur Exquise Esquisse, un podcast sur les créatifs de tous horizons. Pour ce 21e épisode, je reçois Émilie Gleason, autrice de plusieurs bandes dessinées, disons-le complètement déjantées, et donc géniale, et illustratrice. Bonjour Émilie. Bonjour Alexandre, comment tu vas ? Bien, et toi ? À merveille. Et comme il faut bien démarrer quelque part, peux-tu nous parler de ton parcours et de la raison pour laquelle tu as choisi ce métier ? Alors je crois que ça date d'il y a au moins 25 ans quand je suis née. Je pense qu'avant même de parler, je dessinais déjà, j'avais des crayons absolument partout et j'étais bonne qu'à ça. Je peux te dire que ce soit primaire, collège ou lycée, j'étais la cancre totale et je n'avais que le dessin en tête, que ce soit raconter des histoires, que ce soit faire rire les camarades, que ce soit juste mettre en scène ce que j'aurais imaginé de la vie autrement que ce qu'elle est, quoi. C'est ce que j'adore avec le dessin, c'est que je peux me permettre de dire ce que je veux et n'importe quoi et ça marchera toujours. Et donc, très bêtement, dès le collège, je m'intéressais à une carrière artistique. Donc, bon, la France est parfaite pour ça. Elle va t'offrir un cursus art plastique en bac L. Ensuite, tu as le choix de toutes les écoles qui soient, petites ou grosses, comme on les appelait, que ce soit les MANA, les DMA ou le cursus que j'ai fait, donc les arts décoratifs de Strasbourg. Alors, MANA, DMA, c'est quoi exactement ? Alors, MANA, c'est mise à niveau que tu dois faire avant une DMA, qui est le diplôme des métiers d'art, que tu peux trouver dans des petites écoles telles que à Paris, Estienne, Boulle, Olivier de Serres. Et qui te donne ensuite des métiers d'artisan, je crois, si je dis pas de bêtises, ou que tu fais ce que tu veux après, ce que t'en veux, quoi. Mais l'artisanat, ouais. comme le graphisme, des choses comme ça. Le graphisme, la gravure, tous les métiers du tissu, par exemple. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était donc le dessin, la feuille A4, le crayon, blablabla, et tu mets ce que tu veux dessus. Et Strasbourg offrait ça avec sa section illustration, qui était donc la section dont on entendait parler depuis toujours, je sais pas comment dire, comme l'énorme palais où il fallait aller si tu voulais réussir ta vie ensuite. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir accéder à l'école. Ça a été un combat, on va dire, de haut niveau, parce que j'avais pas ça veut rien dire combat de haut niveau. C'était un combat pour moi, j'avais pas du tout le niveau, on va dire, dans mon bulletin d'une part, mais si j'ai réussi à gravir les échelons, c'est par le dossier plastique justement que je pouvais offrir au jury ou autre. Et donc une fois que j'ai mis les pieds aux arts déco et que je me suis installée dans mon appart à Strasbourg, ça a été le début, je pense, de toute cette expérience. Et comment tu as constitué ton dossier du coup pour constituer ce dossier pour rentrer à cette école ? Alors, j'ai fait une année aux ateliers de Sèvres. Je ne sais pas si tu as entendu parler des ateliers de Sèvres. Ça se trouve à Paris. C'est... je ne sais même pas comment en parler en bien. Ça n'a pas été une bonne année, on va dire, parce que j'étais la petite banlieusarde avec des dreads et des salopettes à l'époque. Et j'arrivais dans ce milieu qui était donc le 6e arrondissement de Paris. J'ai très vite dû faire face au jugement physique qu'ont les gens entre eux, tu sais, à notre âge, genre ok, tu gagnes moins que ça, tes parents sont ça, donc je vais pas te parler. Que ça vienne des élèves ou des profs, ça a été super dur, mais ça m'a permis de me créer mon cocon, de trouver un prof et un pote avec qui bosser. Et j'ai eu un an complet où je n'ai pensé qu'à essayer de constituer le dossier aussi bien, si ce n'est meilleur, que les gens avec qui j'étais, avec qui je n'ai créé aucun lien. Et ça m'a donné un peu l'avant-goût de ce que pouvait être le monde de l'art. Parce que qu'est-ce qu'on t'apprend aux ateliers de Sèvres ? C'est un peu tous les métiers de la création, non ? Ou c'est très spécialisé ? J'étais en intermédiaire, donc tu as deux... je sais plus comment c'est maintenant, mais à l'époque, tu avais donc la prépa et l'intermédiaire. J'ai sauté une classe en montrant mon dossier, ce qui m'a fait perdre tous mes amis du lycée. C'était horrible. Enfin bref, une fois que j'étais là, donc on pouvait faire du multimédia, de la terre, de la gravure, et sinon c'était voir des profs tous les jours, avoir un projet et leur en parler, genre moi j'ai envie de faire ça, blablabla. Et la plupart des profs, je me souviens très bien d'un prof qui m'a dit tant que tu mets pas des talons, je ne t'adresserai pas la parole, ce qui m'a littéralement fait mal au cœur. Ouais, non, c'était vraiment à ce niveau-là. Idiot, quoi. Et ça, c'était en 2011. Oui, c'était idiot parce que c'était vraiment, on me prenait absolument pas au sérieux tant que je ne faisais pas partie de cette étiquette qui était celle des ateliers de Sèvres. Enfin, bref. Donc, j'ai trouvé Michel Guéry, qui était un prof de terre, ce qui m'intéressait pas du tout, mais il était à l'écoute, il était ultra modeste et humble, et c'était qu'avec lui que je pouvais juste me libérer,
parler d'exactement ce que je voulais faire, du travail que j'avais envie de montrer, de donner. Et ça a été... Enfin, je lui dois, je pense, absolument tout. Je suis allée le remercier 2 ans après, genre merci. Parce qu'il m'a ouvert les portes à toutes les écoles que je voulais. Et du coup, tu faisais du volume avec lui ou... J'en ai fait, ouais, mais c'était avant tout de la gravure. Et alors, aux ateliers de sèvres, on te demandait souvent de faire des séries de minimum 6 pièces. Il fallait qu'elles soient toutes différentes. Il fallait qu'il y ait un concept dans lequel tu pouvais parler au moins 20 minutes. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on apprend en illustration. Et j'ai appris ça par la suite. C'est que l'illustration, elle se vend d'elle-même. Donc, tu fais un dessin, il va parler de lui-même. Tu n'es pas obligé de déblatérer 20 minutes ensuite pour pouvoir vendre ton truc aux autres. Alors que l'art contemporain, c'est plus ce qu'on t'apprenait aux ateliers de sèvres, ce qu'on t'apprenait d'ailleurs en première année aux Arts Déco, c'est savoir te vendre, mon Dieu. Et ça, c'est très très dur quand t'es juste, tu sais, un peu le gothique au fond de la classe, au lycée, qui fait ses dessins dans les marges des feuilles. La rhétorique, c'est un autre truc qu'on t'apprend absolument pas en école d'art, qui, je pense, est obligatoire, sinon primordial pour... Il me semblait, moi, justement, qu'en école d'art, on t'apprenait la rhétorique, puisqu'en fait, c'est comme ça que tu vends tes œuvres, alors qu'en école de conception, comme il me semblait que c'était les ateliers de Sèvres faisaient ça, où on t'apprenait pas à vendre tes œuvres. C'est le contraire. C'est le contraire. Aux ateliers de Sèvres, on m'a appris à savoir ce qu'était l'importance du contact. Et des réseaux sociaux, enfin des réseaux, je veux dire, pardon. Oui, tu te rends compte que tout est, tiens, je connais ce mec qui va me permettre d'aller là, et de patati patata, et que tout est vraiment, il faut savoir se vendre, et d'abord être la personne avant. Tu peux faire de la merde, théoriquement, tu peux vraiment faire une croûte totale, si tu arrives à la vendre, toutes tes portes s'ouvrent à toi. Aux Arts Déco, du moins de Strasbourg, je connais pas ceux de Paris, mais à Strasbourg, c'était le contraire complet, où là... Je sais pas si on était tous un peu les rebuts qui voulaient plus aller à Paris dans les grandes villes. Strasbourg, c'était un peu la province totale. Et donc, on était nous-mêmes, quoi. Et c'était super libérateur parce qu'on n'avait plus ce jugement que j'avais pu ressentir chaque jour aux ateliers de Sèvres. Et je sais plus quelle était ta question. C'était savoir se vendre dans les écoles d'art ou dans les écoles de conception. Mais des souvenirs que j'ai... Non, des cours de rhétorique en bonne et due forme, il y en a pas eu aux Arts Déco, si ce n'est un prof qui, en fait, toutes les semaines nous demandait de venir avec un livre, n'importe lequel, ou même un objet, un verre, comme celui-là qui est devant moi, et j'ai 5 minutes pour le vendre aux camarades de classe. Et de dire tous les bienfaits qu'a ce verre d'eau, et trouver tous les arguments qui soient. Et donc ça, bêtement, on trouvait ça comme un jeu rigolo chaque semaine, mais ça nous a permis à développer un sens de critique, une forme de criticisme de tout ce qu'on a à vendre ensuite. Et alors, pourquoi choisir les Arts Déco de Strasbourg plutôt qu'une autre école comme Émile Cole ou, je sais pas, école d'illustration, il y a peut-être à Saint-Luc en Belgique ou Angoulême, par exemple, en France? J'avais 3 écoles dans ma visée. Donc, après avoir fait les ateliers de Sèvres, j'avais juste essayé 3 écoles qui étaient les Beaux-Arts de Paris, les Arts Déco de Paris et les Arts Déco Strasbourg. J'ai eu les Arts Déco de Paris. Non. J'ai eu les Beaux-Arts de Paris. Je ne sais pas comment d'ailleurs, c'était un des pires entretiens de ma vie, mais j'ai vu des gens qui en sortaient et c'était absolument pas ce que je voulais devenir. Donc encore une fois, on revient à l'idée où tu deviens artiste. Tout est dans la conception, tu as un atelier, tu es vraiment livré à toi-même. Et les Arts Déco de Paris, c'était différent. En fait, j'ai essayé 2 fois le concours et les 2 fois, je suis arrivée à la moitié et il m'arrive dans le stress de dire n'importe quoi. Donc... Il y a la bête question et sinon, quelles expositions êtes-vous allé voir? Au lieu de dire celles que j'ai vues, j'ai dit celles que je voulais voir. Et donc, elles ont senti le truc, elles m'ont dit « Ah oui. » Et donc, à la 3e pièce, à gauche, vous vous souvenez de la pièce qu'il y avait? Et j'étais « Ah oui, il y avait... » Enfin bref, j'ai juste menti effrontément pendant 10 minutes sur une expo que je n'avais pas vue, devant 2 jurys qui, évidemment, savaient très bien la connerie que c'était. Et bon, je les ai pas eu pour ça. Et bêtement, alors... Pour cadrer, Strasbourg, c'était dingue, c'était incroyable parce que contrairement à toutes les autres écoles dans lesquelles j'ai pu passer le concours, Strasbourg, les élèves de première année vont, pendant quelques jours, préparer la venue de la chair fraîche, on va dire, vont vous apporter les petits croissants, des pains au chocolat dès 8h du mat, il y aura toute une fanfare de 10h à 15h, il y aura du café servi et surtout des tables dans la cour qui est devant l'école pour que tous les gens qui arrivent, qui sont stressés à mort avec tous nos dossiers, puissent parler à des gens qui sont déjà dans l'école. Et ça, c'était mais c'était dingue. Et en plus, c'était le printemps, du coup, en fait, t'avais toutes les feuilles qui tombaient des arbres et c'était beau à mourir. Et je me souviens très bien que ce jour-là, je m'étais dit, je veux cette école ou je veux rien d'autre.
Et En plus de ce que tu t'étais dit avant. ouais, alors t'en as entendu bien de cette école. C'est vrai que j'ai passé, je pense, les meilleures années de ma vie, c'était à Strasbourg, aux arts décoratifs. Et c'est un peu triste à dire, mais non, j'ai pas un seul moment où... Pourquoi un peu triste à dire? Parce que j'ai encore tellement d'années devant moi. Et Il y en aura Enfin, elles peut-être sont à d'autres de vivre, mieux ouais. encore. C'est vrai. Mais pour le coup, ouais, non, c'était génial. Parce qu'effectivement, l'école, les arts déco de Strasbourg sont quand même réputés pour avoir une patte graphique très particulière. C'est-à-dire, c'est pas du tout la même chose que Émile Cole ou toutes les autres que j'ai citées. Ouais. Et c'est ça que tu recherchais, cette originalité graphique? Mais même pas, parce que je la connaissais pas forcément. Enfin, j'avais pas entendu parler d'illustrateurs qui sortaient de Strasbourg, patati. Et même qu'à l'époque, en fait, t'arrives en première année et l'illustration est mise en retrait dans le sens où elle est tellement demandée que tous les élèves qui vont vouloir passer le concours veulent aller en illustration. Du coup, la première année est construite de manière à ce qu'on te montre ce qu'il y a d'autre à faire. Donc on avait une multitude de cours sur la glaise, sur le métal, sur le bois, sur les multimédias, sur la didactique, la com aussi, effectivement. Mais l'illustration, on avait 1 heure par semaine, quoi, et on n'en parlait même pas. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que l'illustration, à l'époque, c'était pas du tout non plus ma priorité. Enfin, dessiner, oui, mais j'aurais pu très bien essayer de vouloir finir en galerie et de faire des trucs de 6 mètres sur 10. Et C'est quand même un peu en galerie aujourd'hui. je le... Un petit peu, pas énormément, mais un petit peu. Un petit peu, ouais. J'aimerais l'être plus, mais c'est quand même un monde très différent. En tout cas, l'école te permettait de t'ouvrir les yeux à d'autres choses que juste l'illustration. Ouais, et ça, c'est génial. Parce que ça t'apporte dans tous les sens, dans tous les cas, à l'illustration que tu fais. Enfin, le fait de voir quelque chose en 3D, le fait d'imaginer un truc brut ou qui fasse 2 mètres sur 3 au lieu d'une feuille A4, c'est génial, quoi. Et donc, cette première année était super bénéfique. Et je voulais faire didactique. Didactique, c'est donc dans la session communication, c'est tout ce qui est illustration pour la médecine ou pour les musées. Tout ce qui, en fait, t'apprend, quoi. Donc, la portée informative, je dirais. Mais mes profs, à l'unisson, m'ont dit « Émilie, t'es beaucoup trop bordélique pour nous apprendre des trucs. » Donc, j'étais là « C'est méchant. » Donc, je vais faire de l'élu et je vais faire que des trucs bêtes où c'est des gens qui pètent. Et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. C'était vraiment des histoires absurdes et idiotes. C'était en rébellion à ce qu'on t'avait dit? Ouais, un peu. Ouais. J'étais là, je vais raconter des histoires qui servent à rien. Et ça m'a permis d'acquérir peut-être ce sens de narration où je raconte quand même un truc, mais où il se passe rien en 20 pages. Et donc, c'est rigolo, mais ça n'apporte rien d'autre. Puis j'ai grandi et j'étais là, j'ai quand même envie d'une part d'apprendre des trucs, moi, avec mon boulot, et de propager aussi une espèce de savoir bête, mais qui soit pas dans le didactisme qu'on connaît, donc c'est très cliché, hein, mais qui peut être assez chiant. Tu mets la forme B dans la forme B. Non, j'ai aucune métaphore, mon Dieu, c'est ridicule. Est-ce que un de tes derniers livres sur l'autisme, par exemple, c'est une forme de didactisme pour toi ou pas? Complètement, même si c'est ce que j'ai évité de toucher à tout prix. Je me suis basée sur une BD qui était sortie il y a 1 an sur l'autisme aussi, sur le syndrome d'Asperger, qui, pour elle, on peut vraiment le dire, était très didactique. Ça t'apprenait, toi en tant que, pas amateur, mais d'un mec qui ne sait absolument pas ce qu'est le syndrome d'Asperger, chaque point que ce syndrome, cette forme d'autisme touche, que ce soit les interactions sociales, que ce soit la nuisance sonore, etc., etc. Et à la lecture, j'étais là, c'est cool. Enfin, moi, je sais déjà ce que c'est. Et surtout, il y a rien de fun. Enfin, c'est comme si je me prenais une leçon pendant 120 pages et c'est absolument pas ce que je veux faire parvenir à travers ma BD. Donc j'ai pris le contre-pied, j'ai fait l'exact contraire selon moi, où c'était je vais maintenant ouvrir mon cœur et donner toutes mes tripes à l'intérieur sans jamais parler du syndrome d'Asperger. Sinon, de le représenter, effectivement, en dessin ou autre, mais ne pas en faire quelque chose avec une phrase qui fait « Nanana, le syndrome d'Asperger se caractérise par patati patata ». Et je pense l'avoir réussi, du moins dans cette BD. On va y revenir. Mais je vais d'abord te poser une question sur le résumé de cette école de Strasbourg. Ce que tu en as tiré finalement, au-delà de ces cours que tu as fait en première année, etc. Quand on est sorti, qu'est-ce que ça te permettait de faire vis-à-vis des attentes que tu avais au départ? Enfin, si tu comprends ma question. Est-ce que ça correspondait à ce que tu attendais quand tu y es rentré, quoi? Pas du tout, non, parce qu'en première année, j'étais vraiment un gros bébé et je savais absolument pas où je voulais aller, si ce n'est de dessiner à longueur de journée, ce qui me donnait aucune perspective
de carrière ou autre, mais à la fin, ouais, c'était, ça m'a donné cette idée que, Émilie, par l'illustration, tu peux raconter absolument ce que tu veux, et notamment raconter donc des choses qui vont aider les autres dans un sens, ou genre juste leur apprendre des trucs, et si t'arrives en plus à trouver un éditeur, c'est encore mieux parce que ça va se propager et puis tu vas devenir riche et célèbre. Non, on t'apprenait jamais ça aux Arts Déco. Aux Arts Déco, je suis rentrée et on m'a dit, Émilie, tu te prépares à faire un bac +5 SDF et sache que tu vas douiller toute ta vie. Et donc ce qui est cool aussi, c'est qu'ils sont quand même très terre à terre là-dessus, et ils nous apprennent le fait que j'ai quand même choisi une filière qui est pas très compliquée, j'en suis consciente. Je suis pas là pour être milliardaire et m'acheter des yachts, tout ce que tu veux. Je suis juste là pour kiffer ma vie et juste, encore une fois, dessiner à longueur de journée, parce que j'ai l'impression qu'il y a que ça qui me motive. Il y a ça qui me lève chaque matin et qui m'endort chaque soir. Donc, si je résume, l'école te dit tu vas finir SDF et t'apprends pas à te vendre. Non, j'ai appris à me vendre ensuite. D'accord. Donc, heureusement qu'elle te permet de dessiner, quoi. Ouais. Quand tu vois les dessins d'il y a 5 ans et ceux de maintenant, je peux voir l'évolution moi-même de ce que j'ai. Et ça, je le dois à chacun de mes profs que j'ai en tête, qui m'ont chacun donné un exemple ou un conseil qui résonne encore à chaque fois et auquel je pense. Et l'évolution, elle se fait au niveau du trait lui-même, au niveau de la mise en scène, au niveau de la narration La narration, ouais. Alors ça, Strasbourg, c'est génial parce qu'on va t'apprendre à faire des jolies images comme on peut faire. Vendeur, que tu peux trouver en galerie ou autre, mais dans beaucoup de BD, on va négliger la narration pour le résultat graphique. Oh, c'est beau, c'est merveilleux, tiens, je vais mettre 30 € là-dedans, je m'en fous, c'est tellement beau, patati. Puis tu lis le truc et au fur et à mesure des pages, mais en fait, c'est chiant à mourir, il se passe rien, et le personnage est nul, et mal construit, et je comprends pas entre ces 2 pages qui se passent. Et c'est aux Arts Déco que je me suis rendu compte qu'une BD est bonne que quand tu la fermes et que tu dis, ok, wow, et que 2 jours après, tu y penses encore parce que l'histoire, justement, t'a touché. Et alors, je vais faire un avant-après, encore une fois, mais c'est vrai que donc, aux Arts Déco même, je pouvais pas ouvrir une BD en noir et blanc, je pouvais pas ouvrir une BD où le dessin ne me plaisait pas. Mais même à me dire, si l'histoire est bien, je m'en fous, c'est moche. Et c'est horrible, et j'étais un gros bébé à penser ça, parce que une BD qui te marque, qu'elle soit belle ou laide, c'est avant tout par l'histoire qu'elle va te marquer. Je dois t'avouer que quand j'ai vu tes premiers dessins, j'étais pas forcément prêt à rentrer dedans. Et quand j'y suis rentré, alors là, c'est genre un univers entier qui s'ouvre à toi. Et tu découvres plein de choses que tu t'aurais pas soupçonné au départ en voyant le dessin. Et j'ai des amis, des vieux amis qui me disaient moi, je dirais jamais une BD s'il n'y a pas des jolies filles, des beaux mecs et des trucs comme ça, dessinés, genre comme dans 13 ou tu vois, des BD mainstream. Voilà. Donc c'est génial, quoi. Tu rentres dans des univers complètement farfelus, quoi. Après ton école, tu fais quoi alors ? Alors en 5e année, t'as le jury, t'as le mémoire, et on te prépare déjà à te dire qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, parce que là t'es livré à toi-même, l'école n'existe plus, et donc soit tu retournes chez tes parents et tu bosses au McDo, soit tu te prends en main et tu cherches un truc. Donc en illustration, très souvent on est amené à être freelance, à bosser, donc soit pour pondre des BD ou être dessinateur de presse, ou tu peux bosser ensuite dans des boîtes de com, d'agences, en tant que graphiste ou autre. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était l'édition. Je suis tombée par hasard sur une bande dessinée des éditions Ça et Là qui parlait de... c'est leur blockbuster, c'est mon ami Damer, mon Dieu, pardon. Ah oui. Je sais pas si tu l'as lu. J'ai lu. C'est un import des USA, ça. Exactement, parce que Ça et Là, justement, c'est ça qui m'intéressait. C'est une maison d'édition qui ne publie que des auteurs non francophones, étrangers. Et mon mémoire, je l'avais justement fait sur la traduction du slang américain dans un boulot précis, et je me suis vendue comme ça. J'ai envoyé un mail 6 mois avant de finir mes études, genre « Hey, j'aimerais bien faire un petit stage pour savoir comment l'édition fonctionne. » Parce que je sors des Arts Déco, parce que j'ai envie d'être autrice BD, etc. Et le mec qui m'a répondu, qui est mon boss actuellement, m'a pris les bras ouverts pour un stage non rémunéré de 2 mois. Et donc ça s'est en fait tellement bien passé, je dirais, que j'y suis donc depuis 2 ans maintenant, et que je me vois pas pour l'instant être ailleurs, parce qu'elle a encore énormément à m'apprendre, et parce que c'est l'éclate. Je suis tombée sur une super équipe pour le coup. Et tu sais maintenant comment vendre tes œuvres ? Oui, c'est trop bien. Non, c'est pas que je sais pas, il n'y a pas de recette magique, mais
Le truc qui m'a le plus frappé, c'est qu'aux Arts Déco, on te pousse pas à aller en librairie à lire des bandes dessinées. On pouvait être une promo de 30, personne n'allait acheter ou débourser 20 € par mois pour acheter une bande dessinée et la lire et la comprendre. C'est un peu cher, justement. Ouais, ça l'est. Ouais, complètement. Et là, je fais des concessions et je peux m'en acheter 5 par mois, mais si elles me plaisent autant, c'est toujours un plaisir de les savoir dans ma bibliothèque. Et après, t'as les trocs, t'as les bibliothèques aussi, justement. En fait, c'était une vieille justification, quoi, de pas acheter de BD, donc de pas en lire. Et alors que c'est super simple, je veux dire, tu vas dans n'importe quelle bibliothèque, tu prends toutes les BD qu'il y a, et c'est déjà un savoir infini, inépuisable, et c'est génial. J'aimerais mourir dans une bibliothèque, ce serait le rêve de ma vie, je pense. Mais ouais. Donc, tu parles des bibliothèques municipales de quartier, on est d'accord. Yes, exact, oui. Qui sont gratuites et du coup, qui permettent à n'importe qui de pouvoir en prendre. Et tout le monde devrait y être. C'est juste un cerveau de 3 étages où tu peux lire tout ce que tu veux. Et ouais, c'est avec le cinéma mon endroit favori. De prendre n'importe quel livre au hasard, de le lire et de le remettre et de te dire « j'ai appris quelque chose ». Mais je sais plus ce que je disais. Tu parlais des éditions Ça et Là, Yay, qui t'emmèneront bientôt vers la gloire en bande dessinée. Non, c'est présomptueux de dire ça. Et est-ce que tu penses monter ta propre maison d'édition ou Jamais de la vie. Oh mon Dieu, non. Je suis un peu comme une brebis galeuse. Non, pas galeuse, mais juste une brebis qui aime suivre peut-être une mouvance plutôt que d'avoir... un truc à charge, genre monter toute une maison d'édition, j'admire les gens qui le font, mais ça demande énormément de boulot, ça demande de savoir ce qu'est la comptabilité, par exemple. Enfin, des trucs qui sont tellement abstraits pour moi que je me... Ouais, non, ça me fait déjà peur à l'idée d'y penser. Non, là, on me donne un truc, genre un boulot, et je le fais, et puis c'est tout, quoi. Et ils n'ont pas pensé à t'éditer, eux? Parce que tu es édité chez au moins 3 éditions différentes. Non, justement, ce qui m'a plu avec elle, c'est qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans le sens où ils ne publient vraiment que des auteurs étrangers non francophones. Donc, que jamais j'allais être là, genre non, et qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs? Et non, mon boss, par exemple, va me relire mes contrats ou va me donner des conseils à lui parce qu'il a 15 ans dans le métier, quoi. Mais jamais avec cette idée de j'espère au moins être publié un jour. Alors justement, si on va sur ton blog, on s'aperçoit que tu es belgeo-mexicaine. Oui. Donc ça veut dire quoi? Que tu parles flamand et... Je suis wallonne. Pour le coup, non, le flamand, j'ai réussi à l'éviter de justesse. Mais ouais, l'espagnol était ma première langue. Je suis née au Mexique, j'ai vécu 2 ans et j'étais un gros bébé blond aux yeux bleus, comme je raconte souvent. Donc mes parents... avec le début, pas des violences, mais de la peur et de la paranoïa qu'il y a pu avoir là-bas, on préférait partir en Europe. Donc le Mexique, j'y suis attachée par mon père, avec qui je parle toujours espagnol tous les jours, par la culture qu'il y a toujours à ma maison, chez mes parents quand je rentre. Et j'y vais tous les 3 ans, occasionnellement, pour aller voir ma famille. Donc c'est un pays auquel je suis extraordinairement attachée, avec qui je me suis beaucoup influencée par la culture dans mes dessins, dans les couleurs, dans la pétaradeur de ce qu'ils expliquent, toute leur mythologie derrière, qui est quand même assez barrée. Et j'essaye de ne pas perdre ces racines qui sont super importantes. Donc ça fait partie de tes influences. Complètement. Alors parlant d'influence, j'essaye pas de faire des transitions professionnelles, hein, mais il se trouve que c'est ma prochaine question. Est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a inspiré pour ce que tu fais aujourd'hui? Tex Avery. Non, on m'avait posé la question il n'y a pas longtemps et c'est souvent le genre de il y a tellement de trucs qui me viennent en tête parce que je pourrais te parler de Jodorowsky qui, à 15 ans, j'ai lu ses Fables paniques et ça a été une explosion dans ma tête. C'était génial, ça conciliait exactement tout ce que je voulais. Donc en une planche, de te raconter une morale à travers un truc complètement barré et tout ça avec des couleurs. J'adore Jodorowsky, mais je connais pas ses Fables paniques. Mais oui, personne connaît parce que c'est vraiment ses premiers boulots. Donc Jodorowsky avant bossait pour... J'ai évidemment oublié le nom, mais c'était le Libération, on va dire, mexicain de l'époque. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Et donc, c'était au Mexique alors que tu es... Ouais, il s'est fait naturaliser mexicain alors qu'il est chilien à la base. Et donc il bossait et il dessinait à la base, ça on le sait pas non plus, parce qu'après il a juste été à scénarier les boulots de Moebius ou autre, mais il dessinait avant et c'était un petit peu enfantin ou un peu pâteau, mais ce qui était génial avec lui, c'est qu'en une planche, il allait te donner une morale. Et si j'en ai une en tête,
Ok. Ma favorite, c'est bêtement. Donc, imagine en une planche un dessin vraiment full color et t'as un troupeau d'abeilles. Et les abeilles vont chercher leur miel. Et puis t'en as une qui est là, genre, oh, j'en ai marre de prendre du miel et de la donner à la ruche. J'ai envie de garder le miel pour moi parce que c'est mon miel, c'est mon boulot et c'est moi qui vais aller trimer pour les récupérer. Du coup, en fait, elle garde le miel en elle et jusqu'à devenir obèse. Et elle devient tellement obèse qu'elle commence à puer la putréfaction et puis au bout d'un moment, elle explose quoi, de trop de miel qu'elle a gardé par cupidité. Donc les autres abeilles arrivent, elles font bah voilà, vous voyez ce que ça fait d'être aussi égoïste. Enfin bref, et fin, tu vois. Et c'est juste comme ça, et c'est 200 pages complètes de morale comme ça qui font que dès que je les lisais, ça m'ouvrait sur le fait d'être quelqu'un de bien dans la vie. Et ouais, Jodorowsky m'a changé la vie, là je peux le dire complètement. Tex Avery, en tant que bon enfant qui a une télé, va regarder 3 heures de dessin animé par soir, je pense que inéluctablement ça m'a marqué dans mon dessin assez cartoonesque ou dans mes idées. Ouais. Et on n'y pense pas assez de faire les liens, je pense, entre animation, dessin animé et BD. Il y a pas mal d'auteurs de BD, enfin je dis pas mal, mais en fait je connais pas les chiffres, mais qui viennent de l'animation et qui passent en BD. Ouais. Et ça donne des trucs vachement dynamiques, ouais. Mais pas autant que les tiens, quoi. Où il y a des bras qui vont d'une case à l'autre, des jambes qui font 3 mètres de long. Ouais. Ouais, donc c'est... ok, moi ça me va, Tex Avery et Jodorowsky. C'est con qu'ils aient pas fait quelque chose ensemble, du coup. Oh mon Jodorowsky et Dieu, Tex Avery. ça aurait été dingue. J'ose pas imaginer. Ouais. Tes planches et ta BD, elle me fait aussi penser un peu à Cowboy Hank. Ah, trop bien, merci. C'est des trucs complètement déjantés, absurdes, avec des dessins qui sont complètement, hyper originaux. Alors, je sais pas si c'est... Ah si, je les ai tous, j'adore, je lis ça, mais tu sais, que je peux... Bon, je les mets aux toilettes bêtement, parce que c'est peut-être l'endroit où je lis le plus. Et Cowboy Hank, c'est le genre pareil de planche où chaque page va te faire rire. Sans raison, c'est absurde, mais c'est tellement drôle et tellement bien fait et bien mis en scène et amené que je trouve que c'est du génie pur, quoi. Je pense bêtement Monty Python, qui est aussi... ça a été une référence très forte en moi, où je sais que la première fois que j'ai regardé Flying Circus... Ah ouais, je crois, oui. La première fois que j'ai vu The Flying Circus, je suis tombée pas en dépression, mais tu sais, en dépression comme tu peux être quand tu as 16 ans et que t'es là, genre putain, mais tout a été fait, quoi. Je n'ai plus rien à apporter au monde parce que eux, ils ont trouvé l'humour ultime. Et Cowboy Hank m'a fait un peu cette même impression où il a réussi à trouver un humour qui marche très bien. Alors, en 2018, tu sors 3 livres, genre tous les 2 mois. Est-ce que c'est parce que tu mets 2 mois à écrire un livre, ou est-ce que c'est parce que les maisons d'édition se sont dit tiens, c'est le moment de demander à Émilie de faire des BD? C'est parce que j'ai eu 5 ans aux Arts Déco pour pondre tous les projets que je pouvais. Du coup, la dernière année, en 5e année, c'est vrai que j'ai jonglé sur 4-5 projets. Et puis, 1 an après, quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé à démarcher comme une grande. Avec ces 3 projets qui sortent, ouais. Et après dur labeur, etc., j'ai pu trouver donc 3 maisons d'édition qui étaient chacune intéressées par ces 3 projets, qui sont très différents en soi, donc c'est pour ça que c'est aussi éclectique. Mais non, je serais plus capable de faire un projet en 2 mois, avec le train de vie que j'ai maintenant. Et surtout, je veux prendre du temps pour dire des choses qui m'intéressent, et plus produire pour produire ce que je pouvais faire avant. Alors parlons un peu de ces projets. On parlait tout à l'heure de Tête drôle de Coco, qui est sorti en août chez Atrabile, me semble-t-il, ça. Exactement. Et qui raconte la vie donc d'un autiste Asperger et qui se trouve, de ce que j'ai lu, que c'est une histoire familiale. Oui, c'est clairement inspiré de mon frère. Mon petit frère qui a 23 ans et qui est atteint du syndrome d'Asperger. Depuis toujours, mais on l'a su parce qu'on l'a diagnostiqué qu'à 15 ans. Donc ça a été, on va dire, toute ma vie, je n'ai jamais réellement compris ce qui lui arrivait, ni pourquoi est-ce qu'il était aussi différent des autres, patati patata. Et ça a été un poids énorme, que ce soit pour moi, pour lui évidemment, et pour mes parents. Et ça, donc, quand t'es enfant et que tu es spectateur de la folie qu'ils vivent chaque jour, enfin mes parents, ça a été vraiment... ils ont consacré leur vie complète à mon frère. Il a quel âge aujourd'hui? Il en a 23, ouais.
23 et ça va de mieux en mieux. Ça, c'est assez dingue. Et donc, j'en parle pas dans la BD. J'ai voulu montrer le pire moment qui se passe, le moment des médicaments, qui est pour moi très important parce qu'en France, on n'a aucune idée. Enfin, c'est quand on est très, très en retard sur ce qui est Asperger. Bêtement, on a dit à ma mère que c'était une mode américaine. Il y a même pas 10 ans de cela, quoi, par exemple. Alors qu'en Belgique ou au Canada, et c'est là qu'on s'est tourné, ils sont beaucoup plus avancés parce qu'ils font des recherches eux-mêmes. Les parents d'enfants autistes vont se rejoindre et bosser ensemble et faire bouger les choses, quoi, ce qu'on n'a pas encore en France. Pourtant, je lis de plus en plus de choses sur l'autisme Asperger. Alors peut-être que c'est depuis 2-3 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ouais. J'ai même vu un webdoc qui s'appelle le syndrome d'Asperger, que tu peux retrouver sur Internet, je crois. Syndrome d'Asperger.com ou un truc comme ça. Enfin, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Et on s'aperçoit que c'est pas toujours aussi si fort. Mais là, dans ce que tu racontes... Il y a plein de niveaux différents. Ouais, il y a plein de niveaux différents. On m'a toujours dit que Poutine ou Messi avaient le syndrome d'Asperger, par exemple, ou que, évidemment, Steve Jobs et le gars qui a fait Facebook, et Mark Zuckerberg, ils ont le syndrome d'Asperger, ils sont diagnostiqués, ce que tu veux, et ils ont un niveau qui fait qu'eux, ils ont compris comment le monde fonctionnait, qu'ils ont leur idée patati, et qu'ils vont faire en fonction. Donc, ils peuvent avoir des interactions sociales assez bizarres, mais ils sont autonomes assez pour... diriger un pays ou diriger une boîte monstrueuse. Mon frère, lui, je sais pas si c'est un manque d'ambition ou autre, mais il en est resté au stade où il peut avoir cette passion qu'est le cinéma, il va juste apprendre par cœur la date de naissance et de mort du directeur, de tous les acteurs qui sont dedans, de quand a été fait le film et où, et c'est tout. J'ai rarement eu d'autres conversations avec lui, si ce n'est ses passions qu'il ait eu pour le cinéma ou qu'il a pu avoir pour les motos japonaises avant ou des trucs du genre. Et ce qui fait que non seulement il n'est pas très autonome pour vivre ou pour bosser en bureau ou quoi que ce soit, parce qu'il ne sait pas prendre d'initiative, il ne sait pas répondre aux imprévus. Enfin, il fait des crises d'angoisse assez vite ou autre. Bon, là, ça a changé, mais c'est vrai que je parle vraiment du moment où il l'a vécu. Et ce qui faisait qu'il était entièrement dépendant à mes parents et que si ce n'est le trouver... comment dire, les structures ne voulaient plus de lui. Je parle d'un moment où il se retrouve dans une structure et dans la vraie vie, ils ont dû le virer justement à cause des blocages que les médicaments lui ont fait, lui ont infligé. Et ça a été un énorme moment où mes parents se sont pas autoproclamés éducateurs, mais on a été seuls, enfin littéralement seuls pour gérer ces crises d'angoisse. Il y a une force colossale, je sais pas comment, mais il est très très musclé et il faut être bien trois pour le calmer. Sur des trucs bêtes, quoi. Et ouais. Il y a beaucoup plus de violence dans la vraie vie que dans ma BD, pour le coup. Ah oui. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est la première histoire que tu as voulu raconter ? Est-ce que quand tu as commencé à dire, tiens, je vais raconter des histoires d'illustration, est-ce que c'est ça qui t'est venu à l'esprit en premier ou pas du tout ? Pas du tout. Non. C'est même une des dernières que j'aurais imaginé dessiner. Dans le sens où, avant de faire cette BD, j'avais peut-être très peu d'estime pour mon frère. Je le connaissais pas, c'était un inconnu complet. Et bon, je vais peut-être dire des mots très durs, hein, mais c'est juste que je me voyais pas pondre une BD là-dessus sans être une sœur horrible et montrer tous les mauvais côtés que j'avais pu en ressortir et toute la haine que j'avais envers ce qu'on vivait nous et ce que mon frère infligeait à mes parents à l'époque ou à moi-même. Et c'est vraiment une espèce de challenge où c'était à 1 mois du jury de 5e année, où tout ce que j'avais fait en 1 an, mes profs étaient là, mais ça sert à rien, tu racontes rien, c'est nul, fais autre chose, change quoi. Et que j'étais là, bon, je me donne ce challenge de réussir à parler de l'horreur qu'on a pu vivre ces dernières années, sous le ton de l'humour, sous le ton de fiction, et de répertorier toutes les anecdotes qu'on a pu vivre, d'essayer d'en créer une histoire qui va parler aux gens qui ne savent absolument pas ce qu'est Asperger, comme aux gens qui l'ont. C'était aussi ce qui me motivait le plus, c'est quand même faire une BD qui puisse permettre de montrer ce que vivent les gens qui en sont atteints. J'avais super peur et j'ai eu des barrières. Tous les jours, j'étais là, mais je dis peut-être n'importe quoi. Et peut-être que les gens qui ont Asperger se disent que... Enfin, qui suis-je, quoi, pour raconter ça, si ce n'est qu'une sœur qui n'aime pas son frère. Enfin, bref. Parce que tu te mets à la première personne, quand même, dans ta... Un peu, ouais. Et il y a beaucoup de moments où je le mets à des situations où je me suis creusé la tête, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a dû penser à ce moment-là, ou qu'est-ce qu'il a pu s'imaginer et je sais que celle qui m'a marqué le plus, qui est vraiment très minuscule dans la BD, c'est quand la mère lui dit « Mais à quoi tu penses, quoi ? Mais qu'est-ce que t'as dans la tête ? Pourquoi tu n'as rien dit, patati ?» Et qu'il se dit
Et si je la regarde et que je la fixe sans rien dire, peut-être qu'elle va lâcher l'affaire. Pour moi, mon frère doit penser ça littéralement tout le temps parce que c'est exactement ce qui nous fait vivre à chaque fois. À chaque fois qu'on veut lui extirper des idées, il ne dit rien. Voilà. Ouais, c'est l'incompréhension de son côté. Il comprend pas pourquoi on lui pose des questions. Oui, il comprend pas la logique logique, là-dedans et donc il va trouver un autre moyen pour l'éviter, quoi. Donc si je comprends bien, c'est en un mois que tu as fait la BD pour son diplôme. Les 25 premières pages, ouais. C'est ce que j'ai présenté au jury. Et avec ces 25 pages, je suis allée voir plusieurs maisons d'édition, 3-4. Je leur ai montré ça, je leur ai dit voilà, patati, plus un dossier avec ce que j'expliquais, ce que je voulais faire après. Parce que je les ai coupés en 5 épisodes. Ma BD, elle est coupée comme ça. Donc, tu as soit de la relation à la chair, à la famille, au harcèlement scolaire, aux médicaments et à l'épisode de fin. Et donc, ouais, j'avais qu'un épisode à l'époque. Ce qui fait qu'Atrabil était là, ouais, ça nous plaît, mais on aimerait en voir plus, qu'on va pas te dire oui tout de suite. Donc, ça a été un super boulot où on a été ensemble et qu'à chaque 25 pages, il était là, bah, tu m'en fais 25 de plus, tu m'en fais 100 de plus, j'en fais 140 à la fin. Et c'est vraiment qu'à la fin qu'il a accepté. Donc, il aurait pu dire non et j'aurais été genre, au moins j'ai avancé. Mais donc cette BD, je l'ai pas construite tout seul, je l'ai vraiment construite avec Atrabil, je dirais. Mais c'est pas un peu dur de dire je travaille peut-être pour rien? Ah si, mais c'est un peu la question que tout illustrateur se pose chaque jour, je pense. Il n'y a pas des contrats, des avances sur droit, des choses comme ça? Bah, une fois qu'ils disent oui, ouais, t'as l'avance sur droit, le contrat qui est signé. Mais c'est vrai que moi-même, je le comprends, avec 25 pages sur 200, c'est peut-être plus compliqué. Tu n'as aucune idée d'où va l'illustrateur, de s'il va continuer, s'il va finir le projet ou autre. Et donc, il fallait que je leur prouve que j'étais motivée jusqu'au bout, que j'avais des choses à dire et que je bossais vite, quoi. Ce qui était le point, je pense, le plus important. 200 pages sur 200, c'est toujours plus simple pour eux. Ouais, exactement. Et puis, ouais, ça sert toujours à quelque chose parce que ça aurait été pas pour eux, j'aurais pu le démarcher ensuite avec ce que j'avais fait en plus, je pense. Alors, tu vas sortir un nouveau livre qui s'appelle Comment survivre, où on peut voir des petites scénettes sur la vie de tous les jours et des espèces de tutos. En fait, sur ton blog, il y a des tutos. Et avec des questions comme comment mal cuisiner, par exemple, ou comment lancer une épidémie, ou des choses comme comment éviter de faire la bise. Ouais, c'est que des choses vécues en plus. Alors ça, j'imagine justement, c'est ton quotidien que tu racontes au travers de strip. C'est très très fort dans le milieu de la BD, mais parler à la première personne, c'est quelque chose que les gens n'ont pas si de mal à faire. Je veux dire, il y a beaucoup de blogs où les gens vont raconter leur vie, ce qu'ils ont fait tous les jours. Et c'est un truc qui me dérangeait vraiment. Enfin, je suis incapable de me dessiner moi et faire je me suis levée, patati, voilà ce que j'ai fait les gars, coucou. Et donc j'étais là, il faut que je trouve un moyen de raconter ce que je vis de manière rigolote et qui parle aux gens. Donc les tutos, c'était parfait, quoi. C'était comment, patati, mais en même temps je parle que de moi dans ce livre. C'est que des choses c'est que mon avis d'une part, c'est que ma vision, mais je vais en parler dans le sens didactique, peut-être encore une fois, où je vais faire et voilà, regardez comment il faut faire patati patata, sans jamais parler de moi. Et j'ai beaucoup aimé ce mode de narration, là pour le coup, ouais. C'était l'éclat total, j'ai pas réfléchi une seule fois à aucune des planches, c'était le matin je le faisais, j'avais l'idée, et 2 heures après elle était faite. Ah oui. J'avais aucune envie de réfléchir, parce que je l'ai fait en parallèle avec Ted, qui lui me prenait toute mon énergie, où il fallait vraiment que tout soit cadré. Et du coup, le soir, j'avais pas fait autre chose que de dessiner. J'avais juste dessiné des trucs absurdes qui me passaient par la tête sans réfléchir. Et c'est comme ça qu'est né Comment survivre, pour le coup. Ta vie est faite de dessins, alors? Matin, midi, soir, la nuit. J'ai dû repeindre mes murs à Strasbourg parce que la nuit, je me levais et je dessinais sur les murs les idées que j'avais pu avoir. Évidemment, je comprenais rien le lendemain. J'étais mais qu'est-ce que c'est que ce délire, les grottes de Lascaux pure et Mais ouais, je sais pas encore si c'est présomptueux ou pas à dire, mais c'est vrai que j'ai un crayon dans mon oreille, littéralement. J'ai fait un trou dans mon oreille pour mettre mon crayon et je l'utilise tout le temps. Genre, j'ai toujours de quoi écrire maintenant sur moi, littéralement, et ça me plaît trop comme idée. T'as fait un trou dans ton oreille pour mettre ton crayon? Mais ouais, j'étais un peu genre punkos quand j'étais au collège, et plutôt que d'avoir un écarteur dans l'oreille, j'allais y mettre un crayon parce que c'était quand même 2 fois plus utile. Ah, mais ça y est, je le vois. Ton casque, on le voyait pas, mais ouais, ok. Et alors, le 3e livre que tu as fait récemment, c'est Le Gros Bras de Polka, qui est un livre pour enfants. Oui. Oh là, c'est super différent, les gosses. C'est dingue. Ah oui, c'est différent parce que tu t'exprimes pas de la même manière, parce que tu vis ta vie de tous les jours vraiment à fond, quoi. Je veux dire, dans Comment survivre, et aussi dans Tête drôle de coco, ça enchaîne très vite.
Comment t'appréhendes du coup ce livre pour enfants? Alors, ouais, à la base, j'ai contacté Biscotto, c'est donc la maison d'édition, parce qu'elles faisaient un journal. Ces 2 filles, elles sont géniales. Et elles font un journal qui sort chaque mois pour les enfants de 4 à 8 ans. À portée donc très féministe, antiraciste, comme je le disais. Et donc c'est assez génial, parce que bon, je suis un peu dans cette mouvance aussi. Genre, on va essayer de faire passer des bonnes idées pour... Attends, j'ai une phrase meilleure que ça. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, les livres, il y a cette importance qui fait que tu construis quelqu'un avec les lectures qu'il a dès son plus jeune âge. Et le souci en jeunesse, c'est que tu vas dans n'importe quelle librairie, tu remarqueras que ce qui se vend, c'est encore des choses super désuètes, quoi, avec des idées vraiment arrêtées. Et ce qui est génial maintenant, c'est que ça s'ouvre de plus en plus à tiens, on va parler d'homosexualité ouvertement à travers un livre pour enfants, ou les différences sociales, etc., etc. Et donc, ce qui m'a plu dans cette manière de s'exprimer pour le discours enfant-adulte, on va dire, c'est parce que, donc, comme je te disais, tu t'adresses pas qu'aux enfants, tu t'adresses aux parents avant tout. Il faut savoir les draguer un peu. Alors, avec. Comme tu me disais en off, parce que En off, ouais. tout le monde n'a pas entendu. Ouais, avant qu'on prenne le micro, c'est j'aime beaucoup le double discours. Donc tout ce qui peut être métaphore, qu'elle soit visuelle ou dans l'écriture, c'est tu vas parler d'un truc et il y aura toute une morale derrière. Donc mon livre, Les gros bras de Polka, ça parle... après, c'est assez évident comme thème, quoi. C'est une enfant qui naît avec les bras de Rambo. Malgré la force surhumaine qu'elle a, les gosses arrivent à se moquer d'elle en cours. Et il faut qu'elle se trouve une mission pour s'accepter elle-même et sans faire gaffe à ce que les autres vont en dire. Donc elle va se retrouver à sauver des castors avec un vieux papy. Et ça part évidemment en cacahuète. Mais l'idée de base est là. Et ensuite, c'est que des blagues... comment dire, tu vas... Comment décrire ça? J'imagine un énorme bouquet de fleurs où tu auras toutes les fleurs possibles, mais tu auras la plus belle qui sera au milieu et ce sera genre la vraie fleur que tu gardes à la fin. Et ce qui me plaît avec les enfants, c'est que tu peux t'éclater dans les mots, dans le dessin. Enfin, il y a des choses qui voient eux, qu'on voit plus adultes et qu'on perd. Et je sais pas quand. Et ça me déprime à l'idée qu'on grandit tous et qu'on devient tous adultes dans un sens, parce qu'être enfant, c'est quand même assez génial. J'aimerais courir dans la rue sans qu'on me juge, tu vois, ou des trucs bêtes. Que je peux plus faire parce que maintenant je fais 1m70 quoi, et c'est insupportable. Et t'as l'impression qu'on le juge? Oui, alors que j'adore courir sans raison, tu vois, sans être en retard. Non, ça veut plus rien dire ce que je dis. Mais voilà, ouais, l'idée. Mais ce livre est donc un livre sur la différence, ouais. Et tu essaies de dire aux enfants, faites quelque chose de votre différence. Exactement. Un peu... Enfin, j'allais dire un peu comme Tête drôle de Coco, qui parle de différence aussi, mais à la première personne et d'une autre différence. Oui. Est-ce que c'est un thème qui t'est cher, la différence, ou c'est juste arrivé comme ça Non, je pense que ouais, je l'ai subi toute ma vie aussi, et que j'essaye de leur cracher, de leur vomir autrement qu'en plaignant, ou comme je pouvais être insupportablement adolescente, quoi. Mais ouais. Ce qui est différent avec Ted, c'est que je parle d'un truc donc très concret que les gens ne connaissent pas encore. Tandis que l'indifférence à l'école quand t'es en primaire, je pense que c'est un truc qu'on a tous vécu à différents niveaux, évidemment, mais ça parle à tout le monde. Tous à chaque niveau, on est tous différents. Ouais, finalement. encore heureux, ouais. Donc chacun doit vivre sa différence quand même de manière unique, ce qui est assez compliqué. Exact. Ouais, parlons un peu de style graphique. Comment tu as trouvé ce style complètement barré Ah, c'est de la paresse pure, je crois. Non, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire un truc léché et très réaliste. Et je pense que je pourrais, c'est juste que j'aime beaucoup bosser dans la rapidité même. Y avoir un truc en 1 heure qui soit potable. Et donc, ouais, je travaille vite, je reviens jamais sur mes idées. Donc, j'ai trouvé ce trait qui est une ligne claire à la Tintin, quoi, qui se fait d'un coup. Et si elle me convient pas, c'est pas grave, parce que c'est ce qui va justement faire sa force, c'est la maladresse. Pardon. La maladresse de mon dessin, je pense. J'en ai fait pas une marque de fabrique, c'est bizarre à dire, mais ouais. Et sur certaines planches, on voit... Enfin, alors peut-être pas sur celles qui sont imprimées, mais on voit que tu ratures, que tu remets, on voit les crayons qui sont gommés. Ah oui, de montrer peut-être le boulot qu'il peut y avoir avant. Il y a un auteur BD que j'adore, qui s'appelle Johnny Ryan, qui est très controversé, parce que c'est ce mec... Enfin, il est complètement barré... politiquement correct, il connaît pas, quoi. Enfin bref. Et toutes ces planches, je les adorais parce qu'il va jamais essayer de cacher ses erreurs. Il va mais au contraire les sublimer. Donc ces ratures deviennent à part entière, quoi. Elles font partie intégrante du dessin, et je trouve ça génial.
parce que maintenant, à l'ère moderne si je puis dire, avec Photoshop et les ordinateurs, tu peux te permettre d'avoir une planche nickel sans jamais avoir idée de l'original. Et alors que mon idée de garder quand même l'esprit du papier et de la planche, c'est toujours pouvoir avoir une trace de ce que tu avais fait au début, quoi, de jamais l'oublier. Est-ce que c'est important de valoriser l'échec ? Ouais. Ah ouais, sinon t'oublies et tu... Enfin, moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, moi, j'ai été éduqué en France et on nous éduque surtout dans une valorisation de la réussite, de la compétence ultime. Et si tu sais pas faire, bah, t'es qu'une merde, quoi. Ouais. En gros. Ouais, on Donc, c'est t'apprend bien. ça, mais on t'apprend pas non plus à avoir les échelons de comment ne pas faire justement ce qu'on te demande de ne pas faire. Ça veut plus rien dire. Je sais pas si t'as vu. Non. Mais à force de jeter genre tous les échecs, on n'a plus aucune idée de ce que c'est que l'échec. Ouais, c'est ça, ouais. Et Bah, avec Photoshop, comme tu disais, on voit plus rien de l'échec, on Non, voit que les trucs somptueux. Ouais. Donc, bah, ouais, tant mieux. Qu'attends-tu de ton avenir en tant qu'illustratrice ou d'autrice d'ailleurs? Parce que est-ce que tu te vois d'ailleurs plus autrice ou illustratrice? yo. En fait, la vraie question, c'est est-ce que tu préfères raconter ou est-ce que tu préfères juste dessiner? Bah, on a ouais, notre petite idée. Tu vois. En fait, depuis que j'ai sorti TED, je suis un peu en postpartum, comme je le dis partout. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Enfin, je me lève, tu sais, sans aucune motivation, etc. Et donc là, plus que le dessin, je m'étais dit, tiens, j'ai envie d'écrire juste pour écrire et voir ce que ça donne. Et là, ça fait 3 jours que je fais des chansons de rap. Bon, c'est absurde, je suis vraiment plein dedans. Et donc, je m'écoute des beats et des slams et je me mets à chanter toute seule. Ça fait vraiment... Bon, et en fait, ça rejoint un peu l'idée de dessin, dans le sens où c'est une partie d'écriture. Comment dire, en BD, je vais complètement oublier ce que c'est que d'écrire. Je vais juste tout voir en images, vraiment tout. Et donc, je vais passer à côté de choses super importantes. Et donc là, je me laisse le temps de faire tout un boulot avec les mots qui vont m'amener ailleurs, qui vont peut-être, probablement, même sûrement enrichir mon dessin pour après. Mais j'ai envie de raconter des histoires. J'ai envie de laisser une trace, on va dire, sur Terre, avec ces petits livres-là, et qui parleront, et qui parleront toujours, je l'espère, dans 20, 30, 40 ans, sans pour autant être une superstar ou ce que tu veux, quoi. Mais est-ce que tu vas proposer tes chansons de rap, parce que bon, tu peux en faire quelque chose, à des rappeurs véridiques, ou est-ce que tu vas les chanter, ou est-ce que c'est juste une première approche pour écrire peut-être un livre ou un roman Je crois que ça rejoint les deux. Alors au tout début, je m'étais mis à faire du rap en me disant tiens, je vais plagier Maître Gims parce que c'est un homme que j'aime mais que je déteste. Et bêtement, je m'y suis pris au jeu, et donc les trucs qui devaient être vraiment parodiques, c'est devenu des paroles de chansons que je pourrais éventuellement retraduire en BD et en dessin, parce que j'ai déjà les images en tête. Et donc, ouais, c'est un moyen très, très bête de t'avouer que je suis en train de penser donc à un projet BD grâce à Maître Gims dans sa sens. Mais ouais. Donc, ton prochain projet BD sera une chanson de rap ou... Elle sera née de là, pour le coup. Ouais. Elle sera née d'une chanson de rap. Du coup, tu mettras en image une chanson. Tout ce que je suis en train d'écrire va vraiment me servir par la suite, ça c'est sûr. Mais le point A sera très différent du point Z, quoi. Et pour en faire quoi? Pour en faire une bande dessinée, un livre? Une bande dessinée, ouais. Pour le moment. Un livre, un roman, je me vois vraiment pas. C'est un autre marché, c'est 10 fois plus confus pour moi, et j'ai besoin d'images pour... Enfin, il y a vraiment qu'un avec un crayon et des personnages que j'arrive à être prise au sérieux dans un sens, plutôt qu'avec les mots qui, pour moi, sont plus universels. Et comment tu te vois à 70 ans? Est-ce que tu penses avoir écrit plein de BD ou est-ce que tu penses avoir fait plein d'autres choses? Mais je me dis que si j'ai plein de BD de mon vivant, c'est que j'aurais eu plein de choses à dire. Et je veux pas faire des BD pour en faire, comme on peut voir maintenant, où ça y est, t'as un nom, t'es connu, et tu vas te permettre d'en faire tous les 3 mois. Je ne vise personne. Bien sûr, je vise des gens. Mais non, je vais m'interdire de produire pour produire. Je veux de la qualité avant tout. Et donc, si jamais je n'ai plus rien à dire en BD, ben, je vais faire autre chose. Je sais que toute ma vie, pendant 6 ans, mon rêve, c'était d'être camionneuse. Au Canada, ça c'est un fait pur et dur. J'ai une passion pour la conduite. Je sais que je veux conduire comme je respire, ça c'est un rêve. Et ce qui est merveilleux avec la vie, c'est que je peux me lever demain et me dire tiens, j'ai plus envie de dessiner. Si j'allais prendre mon permis poids lourd et partir en Amérique du Nord pour m'acheter un Peterbilt 17 tonnes et faire je me soucie pas de ça. Je n'ai aucune idée de ce que je serai à 70 ans. J'espère
garder un peu cet esprit enfantin que je peux avoir, être la mamie rigolote ou un truc du genre, mais ouais. Soit de conduire, soit avoir des choses à dire. Mais tu as dit que tu voulais que tes histoires restent, que les gens continuent bien longtemps après que tu les aies faites à les lire. Ouais. Du coup, tu es quand même sensible à une certaine postérité. Oui, un peu, oui. Donc t'as J'ose quand même... pas me l'avouer encore peut-être. Mais ouais, j'aimerais vraiment pas en vivre. Encore une fois, c'est pas mon but. Attends, je me perds un peu. Je me vois pas faire autre chose si ce n'est donc soit de conduire ou faire de la BD. J'ai l'impression d'être bonne qu'à ça pour l'instant. Et donc je vais me mettre et me donner tous les moyens possibles pour pouvoir perdurer. Et tu veux finir par en vivre vraiment de la BD, que de BD, enfin ou de BD mais d'écriture quoi. Je me pose même pas la question comme ça, dans le sens où pour moi la BD ça reste une passion pure et dure. C'est le truc que je fais en rentrant chez moi du boulot. C'est le truc qui me donne envie de partir du boulot pour continuer à aller dessiner devant Netflix tout ce que j'ai à dire. Mais devoir me battre chaque mois pour arrondir mes fins de mois, avec le dessin et la bande dessinée, non, j'ai pas envie de tomber dans cette idée de devoir m'en plaindre ou de voir ça comme une tare. Genre, putain, ouais, je suis auteur BD, je peux pas en vivre, bleu. Non. Justement, d'écrire pour écrire, parce qu'un auteur BD, quand il a plus rien à dire, il est obligé quand même de... Oui, et c'est trop triste, parce qu'après, ils font des trucs de moins en moins bien, et t'es là genre, oh, c'est plus que c'était, boubou, et donc, ouais. Le moment où j'aurai une pression, où on me dira, putain, il faut que tu sortes une autre BD, sinon ça va plus, là, je pense que je vais bloquer, littéralement, et plus réussir à rien faire, parce que les expectations, enfin, les demandes que tu vas avoir, les attentes complètes, je pense qu'il y a rien de plus terrible pour te détruire la créativité, dans un sens. D'un autre côté, travailler le jour et faire une BD la nuit, c'est aussi assez chronophage. Après, si ça t'habite au point de pouvoir le faire. Oui, c'est ça. Ouais. Je rentre chez moi, je vais pas me dire putain, j'ai envie de voir des gens, j'en peux plus. Non, je suis là genre yeah, j'ai 3 heures devant moi avant de dormir pour dessiner. Et c'est. Enfin, c'est un plaisir. Et comment t'appréhendes la page blanche? T'es jamais en manque d'inspiration parce qu'en fait tu produis et ça vient tout seul ou comment Ouais. J'essaie d'éviter la page blanche au maximum de manière très absurde. Mais comment tu essaies d'éviter? J'ai une page blanche devant moi et je vais mettre un mot qui me passe par la tête. Genre, j'ai le mot rhododendron ou châtaigne et je vais juste le mettre et puis à partir de ça, ça vient tout seul. Donc je me pose pas encore trop de questions. Et sinon, Internet est très fort là-dessus. Donc tu combats quand même la page blanche, ouais. Enfin, tu t'y travailles. Ouais, mais sans y avoir jamais vraiment réfléchi. La page blanche, elle est peut-être venue justement avec ce projet de rap où j'étais là, mais qu'est-ce que je vais raconter en chanson de rap à la base, donc parodique. Et j'en suis très vite arrivée à parler de violence conjugale avec des termes culinaires. Si tu veux tout savoir, ça va être le sujet de ma BD. Bref. Donc en partant de châtaigne. Exactement. Oui. Je suis transparente. Mais oui, c'est ça. Je faisais des châtaignes, j'étais là, putain, châtaigne, ça ressemble à quoi? Ouais, ça se mange, mais en même temps, ça se prend dans la gueule. Waouh, quoi? Mais alors, il y a marron. Enfin, tu peux parler de te prendre un pain, de prendre des prunes. Enfin, et bref, la violence conjugale et la violence en général et un vocabulaire ultra culinaire, c'est impressionnant. Un œil au beurre noir, what? Enfin bref, non, il y en a 1000. Mais ouais, et là, ça a été dans ma tête. C'est toujours dans la cuisine que ça se passe, on dirait. Oui. Et comment tu arrives à savoir que ton histoire est terminée? Alors, tu fais beaucoup de strips, du coup, qui sont très courts et qui sont très impactants. Mais ça, c'est pas facile à faire. Non, t'as aussi l'angoisse non plus de la page blanche, mais de la chute. Et ça, si je dois remercier quelqu'un qui, toute ma vie, m'a permis de contrer ça, c'est Edika, qui est aussi un auteur BD, Aflite Gassiel. J'adore, enfin, je suis fan incontesté. Et ce qui me faisait autant rire dans son boulot, c'est qu'il a cette phobie de la page de la chute, qu'il arrive toujours à la contrer de manière rigolote et absurde. Et bon, il se répète beaucoup, mais c'est ça qui est drôle. T'as le comique de répétition dans son boulot qui fait que ça m'a un peu décomplexé de là-dessus. Et donc je me dis, si j'ai fini de dire quelque chose, soit je le dis pas, et donc le lecteur va le faire tout seul, ou je trouve un superfuge comme Edika le fait si bien pour finir mes histoires. Celui qui a fait le concombre masqué. Oui. C'est ça. Non. Non, c'est pas ça? Non, je crois pas. Ah non, c'est peut-être pas lui, non. Non, c'est pas lui. avec Mandrika. Ouais, non, c'est pas du tout Mandrika, je veux dire. Mais il est plus connu. Alors, je suis nulle parce que tu prends ces BD en bibliothèque, mais en fait, t'as pas de série.
Enfin, il est très connu parce qu'il dit ciao avec un T-S-H-A-W. Et tous ces personnages, en fait, les meufs sont genre avec un nez immense et des seins qui pendent. Enfin, le chat s'appelle Claire Gable. Ils font des blagues. Vraiment, tout est dans l'écriture aussi et dans le texte. Ce qui me plaît beaucoup. Ok, j'allais chercher ça. Dans les notes de l'épisode, encore une fois. Qu'est-ce que la réussite pour toi? C'est quand tu t'endors sans te dire putain, j'ai raté ma vie. Non. Genre, la réussite. Alors très très récemment, bêtement, je pense que je vais parler peut-être encore une fois de tête drôle de coco pour moi. Ça a été très genre, est-ce que ça va être une réussite ou pas, dans le sens où je voulais pas qu'elle devienne connue et qu'elle se vende forcément, même si effectivement, enfin oui, je voulais ça, mais je voulais avant tout qu'elle parle aux gens. Et donc les retours que j'en ai, pour moi c'est une réussite parce que je n'ai pas encore eu un seul retour négatif sur cette BD. Et ce qui veut dire que j'ai pu dire ce que je voulais dedans, tout bêtement. Non, je sais pas si c'est la réponse que je voulais donner. Tu voulais parler de réussite au sens général? Si tu veux. Ouais. Non, ouais, comme tu veux. Non, dans ce cas-là, oui, c'est un peu Réussite ça, au sens général. alors là, j'ai très envie de dire, c'est de rendre mes parents heureux dans un sens. Et genre, une réussite pour moi, c'est quand ils vont me dire genre, je suis fière de toi, parce que c'est que j'ai réussi. Donc, ouais, à réussir un truc qui puisse faire plaisir à ceux qui m'ont donné vie ou un truc de genre. Et donc, tête drôle de coco, t'as pas envie qu'il ce soit un succès? Si, j'ai envie de... Ouais, si, évidemment. Plus que les autres BD que j'ai pu faire, parce que pour celui-là, celui-là compte vraiment à mes yeux. J'ai vraiment l'impression d'avoir dit quelque chose d'important et qui mérite d'être su par beaucoup de monde. Et en fait, t'as peur que ça te mette un peu la pression? Ouais, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai vraiment peur de ce jour où je vais me dire j'ai beaucoup trop de pression pour continuer et j'arrête la BD, j'en peux plus. Non, ça ce serait une phobie parce que je n'aurais plus aucun but sur Terre du coup. Si je n'arrive plus à dessiner. Ça c'est. Ouais, t'as peur d'avoir de la pression qui t'empêche de dessiner parce que t'aurais peur d'être encore meilleur que ton dernier. Mais cette pression, c'est de faire mieux que celui-là. Et pour l'instant, j'ai tout donné, toutes mes tripes, tout mon cœur dans ce livre. Et du coup, je me dis faire mieux que ce que j'ai pu essayer de rendre dans Tête drôle de coco. C'est c'est une pression complète. C'est pour ça que j'étais partie sur un projet complètement différent. J'ai très envie de faire une BD trash pornographique qui mélange le milieu Marvel avec l'industrie du porno extrême, en me disant ouais, comme ça je casse les codes. Les gens qui vont lire Tête de coco et ça après vont plus essayer de comparer, tu vois, parce qu'il y a rien à comparer là-dedans. Mais j'ai pas envie de me forcer à faire un projet barré juste à cause de cette pression. Donc je me donne 3 ans pour avoir un projet qui sera aussi bon, je l'espère, que Ted. Tu veux faire autrement, quoi. Ouais. Plutôt que... D'où même ces 3 BD, je les trouve très différentes toutes les 3. Bah oui. Justement, pour pas qu'il y ait de choses comparables et pour que je puisse ne pas m'enfermer non plus dans un milieu qui peut me plaire, mais qui au bout de 2 ans m'insupporterait. Je sais qu'en jeunesse, quand tu commences et que tu fais que de la jeunesse, du moins c'est l'idée que j'en ai, c'est que c'est très compliqué d'être pris au sérieux par le public adulte par la suite. Et ça, c'est un truc qui m'effrayait, donc j'aime toucher à tout. Ça, c'est. Si tu commences à faire des trucs porno trash extrêmes, à un moment donné, tu vas devoir t'adresser aux adultes, quoi. Oui, j'espère bien. Ouais. C'est le but. J'ai une dernière question qui est la petite minute culturelle du podcast. Est-ce qu'il y a un film, un livre ou n'importe quoi qui t'ait marqué? Alors, le film que j'ai le plus regardé sur Terre, je pense que c'est Le Dictateur de Sacha Baron Cohen. Ouais, c'est assez absurde, mais c'est le genre d'humour qui me fait rire. Mais même si je connais la blague par cœur, en fait, je travaille avec les films. Du coup, les films, je peux en voir 10 par jour. Et donc, je suis censée les connaître par cœur. Je regarde même plus l'image, je les entends juste. Et il me faut des blagues qui me fassent rire, même au bout de la 20e écoute. Et tous les films de David Zucker, donc Y a-t-il un pilote dans l'avion, etc., etc. Et les films de Sacha Baron Cohen, que ce soit Borat ou Le Dictateur, sont vraiment le genre de trucs que je peux regarder 3 fois d'affilée et qui me permettent de dessiner et d'avoir cette constance dans le truc. Sinon, dans les livres, je sais qu'il y en a un qui m'a complètement retourné le cerveau. André Alexis, Nom d'un chien, c'était mal traduit, mais c'est pas le nom en anglais. Le gars est canadien, je crois. Et
oh là là, ce livre est génial et je le conseille à tout le monde, il est incroyable. Alors j'ai une passion pour les chiens qui est née il y a quelques années. J'adore les chiens, je trouve que leur mentalité est extraordinaire et j'aimerais l'être un jour, enfin en réincarnation ou autre. Mais Chien. ouais, c'est trop bien les chiens. Tu fais rien, t'es juste heureux et tu tires la langue et puis tu cours un peu partout et t'as un maître et tu l'aimes et c'est tout. Enfin bon, c'est une idée un peu arrêtée que j'ai des chiens, mais des fois j'ai l'impression de me retrouver en eux plus que dans les humains. Et ce livre, pour avoir l'intrigue, c'est vraiment genre Apollon et Hermès, les deux dieux grecs, qui sont là genre je suis sûr que si les animaux avaient l'intelligence humaine, ils mourraient malheureux. Non, n'importe quoi, tu sais quoi, je te fais le pari que c'est le contraire. Bah tiens, regarde, il y a 15 chiens qui sont là dans le chenil, on va leur donner l'intelligence humaine. Et à partir de là, tu vas suivre 15 chiens qui du jour au lendemain vont se mettre à réfléchir, à découvrir le langage, à parler entre eux et à devenir aussi intelligents que les humains. Et donc il te décrit genre comment les chiens vont agir différemment vis-à-vis de ça. Et j'ai trouvé ça mais d'une intelligence extraordinaire que ouais, c'est vraiment une lecture que je recommande. C'est la planète des chiens, quoi, presque. Un peu, ouais. Comme la planète des singes mais avec des chiens. C'est encore plus rigolo. Qui est un film qui a été fait par Wes Anderson il n'y a pas très longtemps. Pardon, L'île aux chiens. L'île aux chiens. Oui. Alors, pardon, oui, je te parle de la planète des singes. Oui, exactement. Non, mais c'est ça, moi, je parlais de la planète des singes. Mais la planète des chiens a été fait en film. Quelle merveille, ce film. Ça t'a plu ? Oui. Là, j'ai préféré Mr. Fox, niveau animation, Wes Anderson. L'histoire m'a plus plu, justement, on parlait de narration et de l'importance de ça. Et pour moi, c'était très beau graphiquement, mais ça m'a moins comblé dans l'histoire. Parce qu'ils arrivent à mettre de l'émotion humaine sur des chiens. Oui. Ce qui n'est pas gagné quand même au départ. Sur des marionnettes en plus. Oui, ouais. Des marionnettes de quoi 10 cm, 20 cm. Bon voilà, c'était la fin de cet épisode. Yay, c'était trop bien. Merci beaucoup Émilie. Merci à toi Alex. Et j'ai hâte de voir les suivants qui sortent dans le 9 novembre je crois. Le prochain 8-9 novembre. 9 novembre. Comment survivre. Et ce podcast devrait sortir le 5, donc dans 4 jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ciao. à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. I absolutely refuse